Le printemps arrive, et la Russie est censée lancer son offensive pour mettre fin à la guerre. Enfin, le couvert réapparaît, et le temps s'améliore, mais la même vieille histoire se répète pour Poutine. Il ordonne des avancées, et ses soldats meurent. La Russie vient de connaître son pire mois depuis le début de la guerre, et l'Ukraine son meilleur, alors que l'offensive de printemps s'est effondrée et que la machine de guerre russe brûle. Des pertes records, un cap franchi et un rythme d'avancée si humiliant que la Russie aurait pu passer mars sans rien faire. Autant de points noirs pour Poutine que nous allons explorer dans cette vidéo. Mais nous allons commencer par ce que l'Ukraine a fait directement pour faire de mars 2026 le pire mois de la guerre jusqu'à présent pour les forces de Poutine. Nous pouvons résumer cela en 3 mots. L'Ukraine a tout frappé. Alors que la Russie commence son offensive de printemps censée offrir l'inévitable à Poutine, l'Ukraine a intensifié sa stratégie de frappe en profondeur à un niveau que la Russie n'avait jamais anticipé. Des cibles stratégiques ont été frappées partout en Russie dans ce que Euromaidan Press appelle une récolte de Mars. 5 usines, 10 raffineries, des installations pétrolières et des défenses aériennes ont été détruites. Le ministère de la Défense ukrainien affirme que mars 2026 fut l'un des mois avec le plus de cibles stratégiques frappées par l'Ukraine en Russie. Commençons donc par les usines. 5 des principales usines russes ont été touchées au cours du mois, à commencer par l'usine Kremnil, qui se trouve dans la région frontalière de Bryansk. Considérée comme l'une des plus grandes entreprises de microélectronique de Russie, cette usine produit les microprocesseurs utilisés dans les missiles balistiques Iskander et les systèmes de défense aérienne russes. L'Ukraine a détruit une usine, éliminant un bâtiment de production et un entrepôt contenant des équipements nécessaires à la fabrication de puces pour les missiles russes. Toute la chaîne d'approvisionnement en missiles russes s'est effondrée après cette frappe. Durant 6 mois, la Russie sera incapable de produire les puces électroniques dont beaucoup de ces missiles ont besoin. Les réparations doivent être achevées. Bryansk étant proche de la frontière ukrainienne, il est probable que le SBU surveille et attendent que la Russie progresse dans les réparations avant de lancer un ou plusieurs drones pour détruire à nouveau l'usine Kremnil. Mais ce n'est qu'une sur 5. À Ulyanovsk, l'Ukraine a frappé l'usine aéronautique Aviastar, détruisant un abri climatisé et plusieurs avions Il-76 et Il-78 qui étaient stockés dans l'usine. Aviastar fabrique et entretient des avions de transport lourds, rapporte Euromaidan Press, donc la perte de cette usine a un effet paralysant sur la logistique russe. L'absence d'avions de transport lourds ralentit le transfert d'équipements et de troupes en Russie et en Ukraine. L'Ukraine a aussi détruit une usine essentielle à l'entretien des avions ravitailleurs russes. Donc, nous verrons aussi un impact sur la puissance aérienne de la Russie. Les frappes continuent avec l'usine de réparation d'avions numéro 123 qui se trouve à Staraya Russa, dans l'oblast de Novgorod, en Russie. De nouvelles frappes ukrainiennes visent des hangars abritant des avions Il-76, des avions de défense antimissiles et des installations de stockage de missiles anti-aériens russes. C'était un nouveau coup porté contre les installations de maintenance aéronautique de la Russie, ce qui met encore plus de pression sur la logistique interne du pays. Ensuite, il y a eu Alchevsk et l'usine métallurgique du même nom. La frappe ukrainienne a provoqué un incendie massif dans l'installation, qui fabrique des douilles d'obus d'artillerie et participe à la production de l'acier blindé, utilisé dans de nombreux équipements militaires nécessaires aux forces armées russes. Donc, adieu les assauts mécanisés. Et enfin, il y a Sébastopol, où l'Ukraine a frappé Granit. Pourquoi est-ce important ? Granit est un centre d'innovation, et, selon le ministère de la Défense ukrainien, c'est le seul centre que la Russie possède en Crimée, capable de réparer les systèmes de défense aérienne S-400. Vous pouvez deviner ce que cela signifie. D'autres frappes contre la Crimée sont à venir, et la Russie ne pourra pas faire grand-chose, car son réseau S-400 s'effondre. C'est mauvais pour la Russie, et nous ne faisons que commencer. Le Kremlin réagit aux frappes ukrainiennes en éloignant au maximum ses sites de production. C'est ce qui se passe avec l'installation de Roscosmos qui se trouvait à Khimki, dans la région de Moscou. Cette installation est en train d'être déplacée à Omsk, en Sibérie, dans la région de Perm, dans l'Oural. Roscosmos présente cela comme un déplacement pour accroître l'efficacité. Ça a du sens. Nous savons tous que l'efficacité s'obtient en déplaçant vos usines de production aussi loin que possible des endroits où elles sont le plus nécessaires. Tout cela n'a aucun sens, bien sûr. Roscosmos déplace son usine hors de la région de Moscou, parce qu'elle a observé ce qui s'est passé en mars, et elle sait que Moscou est bien à portée des drones ukrainiens. Ce n'est pas une décision prise pour l'efficacité, c'est littéralement une façon de fuir le problème. Et peut-on vraiment blâmer Roscosmos ? Après tout,
Ce n'est pas comme si l'Ukraine montrait le moindre signe de ralentissement dans ses frappes contre le complexe industriel russe. Le 4 avril, le média United 24 a rapporté que les drones du SBU avaient réussi une nouvelle frappe contre l'usine métallurgique d'Alchevski, que nous venons de mentionner. C'est la deuxième frappe en un mois, preuve que l'Ukraine a une stratégie. Tout ce que l'Ukraine a frappé une fois sera probablement frappé à nouveau. Et s'il y a quelque chose qui nous montre à quel point cette stratégie particulière est efficace, c'est ce que l'Ukraine a fait au secteur pétrolier russe tout au long du mois de mars. Des ports et des raffineries sont en feu. À Afipski et des Albachineft, 2 raffineries a été frappées par les drones ukrainiens. Les 2 produisaient du diesel, acheminé de ces sites vers le groupe militaire sud de la Russie en Ukraine. À Novorossiysk, l'Ukraine a frappé le terminal pétrolier Cheskaris et a lancé une attaque dévastatrice contre le port Kavkaz. Ce sont des centres sur lesquels la Russie compte pour transporter le pétrole via la mer Noire vers ses clients, ainsi que pour ravitailler en carburant les navires de guerre de la flotte de la mer Noire. À Saratov, une autre raffinerie a été touchée, et la même chose s'est produite à Karichi et à Yaroslavl. Nous assistons à l'érosion progressive des ressources russes, produisant du carburant d'aviation, et d'autres produits stabilisant le marché intérieur des carburants. Ensuite, il y a eu les frappes majeures, Primorsk et Oust-Luga. Les 2 possèdent un des ports essentiels à la Russie pour exporter son pétrole via la mer Baltique dans le monde. Tous 2 ont été frappés plusieurs fois par l'Ukraine durant la seconde moitié de mars. Rappelez-vous, c'est la stratégie évoquée. Frapper une fois, montrer à Poutine que les drones peuvent l'atteindre, puis frapper sans relâche avant que la Russie ne réagisse, jusqu'à destruction. Oust-Luga a été frappé 5 fois en mars, avec des attaques enregistrées les 22, 25, 27, 29 et 31 mars. Reuters rapporte que l'Ukraine a frappé le terminal pétrolier de Primorsk, si souvent qu'au moins 40% des équipements de stockage pétrolier ont été perdus définitivement. De retour à Oust-Luga, le terminal était encore en feu 7 jours après que l'Ukraine a mené sa première frappe, comme le montrent des photos partagées sur X par le compte spécial Kherson4, spécialisé dans le renseignement en source ouverte. La Russie ne peut pas affirmer qu'il s'agissait d'une frappe mineure ou que seuls des débris de drones ukrainiens ont causé des dégâts. L'un des ports russes les plus importants est devenu un enfer de fumée et de flammes. Malgré les efforts contre les incendies, ils s'étendent et s'aggravent après chaque frappe ukrainienne. Les choses deviennent sérieuses pour la Russie. Le Kiev Independent rapporte le 25 mars que la situation est à un niveau historiquement bas, suite à la forte chute des exportations de pétrole russe. Gardez à l'esprit qu'encore plus de drones ukrainiens étaient attendus, surtout à Oust-Luga. L'Ukraine avait essentiellement stoppé 40% de toute la capacité d'exportation de la Russie grâce à ses attaques contre Primorsk, Oust-Luga et d'autres sites, empêchant la Russie de vendre son pétrole à un moment où la guerre en Iran a fait grimper le prix du baril à 100 $ et plus. La Russie devrait en ce moment engranger des sommes colossales, mais à la place, elle doit faire face à des incendies d'une ampleur indescriptible dans les ports mêmes qui étaient censés être ses voies de salut pour l'or noir. Sur le front des raffineries, le Moscow Times rapportait le 30 mars que la Russie fait face à une crise de production de carburant. L'Ukraine a habilement détruit au moins 40% de la capacité d'exportation russe et attaqué les installations produisant le carburant que la Russie veut vendre ou envoyer à ses troupes. Et c'est là que ça devient vraiment astucieux. Les attaques de l'Ukraine contre Primorsk et Oust-Luga empêchent la Russie d'exporter son pétrole. Cela a un effet domino sur les raffineries touchées. Même si elles parviennent à produire leurs produits, la Russie n'a nulle part où les écouler. Ils doivent rester dans les raffineries jusqu'à la fin de l'engorgement. Mais l'espace de stockage est limité, forçant parfois l'arrêt des raffineries, en attendant l'amélioration de la situation. Cet arrêt indirect s'ajoute au chaos causé par les frappes de drones. Si l'Ukraine frappe encore les terminaux pétroliers à Novorossiysk, Primorsk et Oust-Luga, la Russie aura beaucoup de carburant et pétrole sans déboucher. Encore une chose avant de passer aux défenses aériennes russes détruites. Le 1er avril, un article du Kyiv Post a rapporté que Rosneft, l'une des plus grandes compagnies pétrolières russes, avait annoncé que son bénéfice net avait chuté de 73% en 2025. Une combinaison de taxes élevées sur les bénéfices, de taux d'intérêt élevés et de facteurs exceptionnels, ce qui revient à dire que les sanctions et les drones ruinent nos opérations, a conduit l'entreprise à ne réaliser que 3,6 milliards de dollars l'année dernière. Bien sûr, cela semble être beaucoup d'argent, mais ce chiffre, qui représente une baisse de 73%, est mauvais pour Rosneft, ce qui est mauvais pour la Russie. Moins de pétrole vendu signifie moins de revenus à taxer pour le Kremlin. Maintenant que les terminaux et les raffineries brûlent,
Rosneft voit déjà se profiler une catastrophe pour 2026. Nous n'avons même pas encore parlé des défenses aériennes, et il est déjà évident que mars 2026 a été un mois horrible pour la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Il y a encore beaucoup à venir, mais d'abord, rappel, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas abonné, appuyez sur ce bouton pour ne rater aucune de nos vidéos. Passons aux défenses aériennes. La Russie en a perdu beaucoup après les frappes ukrainiennes de mars. Une douzaine de systèmes de défense aérienne S-300 et S-400 ont été détruits au cours du mois. Ces deux systèmes de défense aérienne longue portée sont essentiels pour la Russie contre drones et missiles. Ils ont mal fait leur travail. Si ces systèmes avaient été efficaces, l'Ukraine n'aurait pas autant frappé la Russie en mars. La Russie préférait les garder, mais elle ne les a plus. À ces pertes s'ajoute la destruction de 10 systèmes de défense aérienne russes à moyenne et courte portée dont Tor M1 Pantsir S1 Tunguska et diverses versions des unités de défense aérienne Buk. Ils sont tous employés à l'arrière russe pour contrer les drones ukrainiens. Ironiquement, ce sont ces mêmes drones que ces défenses doivent stopper, qui les éliminent du conflit. De plus, souvenez-vous de la Crimée. On vous pardonnerait de l'oublier, car nous avons énuméré tellement de frappes en mars qu'il est facile de perdre le fil. Mais l'Ukraine a également détruit une installation de réparation et d'entretien qui permet aux S-400 russes de rester opérationnels. Nous voyons donc l'Ukraine éliminer plusieurs couches de défense aérienne russe, et pas seulement en détruisant des unités sur l'ensemble du spectre. L'Ukraine frappe aussi les moyens de réparation et d'entretien, ce qui signifie que les unités endommagées de la Russie ne retourneront pas sur le champ de bataille. Les frappes sur les défenses aériennes sont cruciales car elles permettent le reste évoqué dans la vidéo. Des usines et des raffineries de pétrole brûlent, parce que l'Ukraine a passé autant de temps en mars à créer des couloirs aériens sûrs qu'à frapper ses installations clés. C'est une stratégie complexe, et c'est celle que l'Ukraine utilise autant contre les territoires occupés qu'à l'intérieur même de la Russie. Kiev Indépendant le souligne en notant qu'une analyse de 1530 frappes ukrainiennes vérifiées en Russie et dans les territoires occupés, menée entre juin 2025 et mars 2026, a révélé que 492 de ces frappes visaient des infrastructures de défense aérienne. Des centaines d'autres frappes ont ciblé des moyens d'interdiction d'accès et de déni aérien, comme des unités de guerre électroniques et des systèmes de commandement. C'est une nette dégradation des défenses aériennes russes, visible à travers les terminaux pétroliers en feu et les usines détruites. Et juste pour remuer le couteau dans la plaie des défenses aériennes russes, tout cela est arrivé à la Russie au cours d'un mois où les défenses aériennes de l'Ukraine ont mieux fonctionné qu'elles ne l'avaient fait depuis des mois. D'après le compte X Defense of Ukraine, l'efficacité de la défense aérienne ukrainienne a progressé de 9,7 points en 4 mois. Actuellement, l'Ukraine affiche une efficacité de 89,9%, alors qu'elle était à 80,2% en décembre et elle vise à atteindre une efficacité de 95% grâce à une combinaison de défenses aériennes occidentales et de moyens nationaux, comme les drones intercepteurs qu'elle déploie contre les drones de type Shahed russe. L'Ukraine progresse dans la défense aérienne, tandis que la Russie affronte un nombre record de menaces similaires. Voilà pourquoi mars 2026 a été le pire mois de la guerre pour la Russie jusqu'ici. Je comprends. Il y a encore plus à dire, car les problèmes de la Russie dans les airs sont aggravés par un début absolument désastreux de l'offensive de printemps et d'été, qui est censé permettre à la Russie de prendre le Donbass et de vastes portions du sud de l'Ukraine. Vladimir Poutine espérait se consoler avec des gains en Ukraine, malgré les usines, infrastructures pétrolières et défenses aériennes en feu. Vladimir Poutine s'est trompé. En regardant la situation sur le terrain, nous voyons que mars 2026 a été le premier mois en 2 ans et demi où la Russie n'a réalisé absolument aucun gain net sur le terrain en Ukraine. C'est selon The Independent, qui souligne que le même mois, l'Ukraine a repris 9 km², soit environ 3,47 miles² de son propre territoire. Alors que l'assaut terrestre russe a été perturbé par des problèmes de communication persistants, dus à la perte de Starlink et à la campagne de Poutine contre Telegram. Ce que cela nous indique, c'est que l'offensive de printemps, marquée par le fait que la Russie a lancé plus d'assauts contre les défenses de l'Ukraine en mars qu'à tout autre moment, en 2026 a mal commencé. Oubliez ça. C'est comme un sprinter olympique qui, au coup de feu, court en arrière puis s'effondre. Si Poutine avait été attentif, il l'aurait peut-être anticipé. Les avancées russes en Ukraine ralentissent depuis longtemps, selon l'Institute for the Study of War, dans une évaluation du 31 mars sur l'invasion.
Il indique que la période comprise entre octobre 2025 et le 26 mars a vu la Russie s'emparer de seulement 1929,69 km², soit environ 745,06 miles². C'est déjà un chiffre faible, mais il paraît encore plus dérisoire comparé à la période d'octobre 2024 au 25 mars, lorsque la Russie avait réussi à capturer 2716,57 km², soit environ 1048,87 miles² de l'Ukraine. Les forces russes stagnent, alors que l'offensive de printemps débute officiellement. Et ils viennent d'atteindre le cap le plus sombre, alors que Poutine envoie encore plus d'hommes dans le hachoir. La Russie a dépassé 1,3 million de pertes dans la guerre. C'est selon Minfin, qui fixe le chiffre officiel à 1 303 550 pertes au 5 avril. C'est un nombre de pertes catastrophiques. C'est bien plus que les pertes de toute armée moderne. Pour donner un contexte, les États-Unis et leurs alliés de la coalition ont subi 3486 morts pendant l'opération Enduring Freedom en Afghanistan, selon l'association caritative britannique Help the Heroes. C'était une opération qui a duré 13 ans, d'octobre 2001 à décembre 2014. La Russie n'a même pas atteint un tiers de cette durée en envahissant l'Ukraine, subissant des pertes telles que on dirait que Poutine fait la guerre à sa propre armée. Le mois de mars a largement contribué à faire franchir un cap à la Russie, et à atteindre un nouveau jalon qu'aucune armée moderne ne devrait jamais atteindre. Le 17 mars, la Russie a connu une journée record, en perdant 1710 de ses soldats, ce qui constitue le chiffre le plus élevé enregistré en 2026 jusqu'à présent. Cela ne va faire qu'empirer pour Poutine, alors que la dernière offensive de la Russie s'intensifie. Il semble presque inévitable que nous assistions à plusieurs journées où la Russie perdra plus de 2000 de ses soldats en 24 heures. Ce problème s'est aggravé en mars, le recrutement de volontaires en Russie restant inférieur aux pertes sur le champ de bataille. Les pertes russes confirmées se sont élevées à 89 000 entre janvier et mars 2026 a rapporté. United 44, média le 1er avril. Le chiffre réel est probablement bien plus élevé, peut-être même supérieur à 100 000, car il ne s'agit que des pertes que l'Ukraine a pu confirmer par des images. Durant la même période, la Russie a recruté seulement 80 000 nouveaux soldats, selon le même média. Cela signifie qu'elle est bien en dessous de son objectif de recruter 409 000 soldats d'ici la fin 2026, et elle est en retard, alors même que le nombre de ses pertes augmente. Rien de cela n'est bon pour Poutine. Comment le président défaillant de la Russie a-t-il réagi ? Si vous pensez qu'il va changer l'approche de la Russie ou faire quoi que ce soit qui pourrait inverser le cours des pertes sur le champ de bataille et à l'intérieur de son propre territoire, alors vous n'avez pas prêté attention ces 4 dernières années. Poutine n'a aucune nouvelle idée. Mais ce que lui et ses acolytes du Kremlin ont, ce sont des menaces. De façon hilarante, la Russie a regardé le chaos qu'est devenu mars 2026 et a décidé que c'est le moment idéal pour dire à l'Ukraine qu'elle doit céder le Donbass. Le 31 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie avait exigé que l'Ukraine retire ses forces du Donbass dans les 2 prochains mois. Le porte-parole de Poutine, Dmitry Peskov, a répété que Zelensky doit agir immédiatement pour sauver les soldats ukrainiens de l'horreur que la Russie prévoit d'infliger. Poutine voit-il la même guerre que nous tous ? La Russie connaît son pire mois de la guerre en Ukraine en mars 2026, et elle décide que c'est maintenant le moment de formuler des exigences à l'Ukraine. Quitter le Donbass, et la Russie promet de cesser de perdre des quantités records de soldats et de systèmes de défense aérienne, tout en permettant à l'Ukraine d'arrêter de viser nos infrastructures pétrolières et usines. C'est une demande ridicule, et cela montre à quel point le Kremlin est déconnecté des réalités de ce qui se passe sur le champ de bataille et à l'intérieur de son propre territoire. C'est le désespoir russe. Et si l'on en juge par mars 2026, il n'y aura aucun retrait. Seulement plus de puissance de feu livrée à la Russie par une armée ukrainienne qui est clairement en pleine résurgence. Le mois de mars infernal finit peut-être, mais le pire attend encore la Russie. Le récit de Poutine sur une force écrasante venant renverser l'Ukraine s'est effondré. Les experts disent que l'Ukraine est en train de terminer cette guerre alors que nous atteignons un tournant qui ne va en rien dans le sens de Poutine. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de couverture sur les derniers développements de la défense du territoire ukrainien contre l'agression russe. Et merci, comme toujours, de nous regarder.